Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Alors ce soir, pour les meilleures raisons du monde, notre camarade et complice Olivier Grinard ne sera pas de la partie. Nous en profitons d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à Isaac et à Lyosha. Malheureusement, il n'arrive pas au meilleur moment possible, puisque avec la seconde vague Covid qui nous assaille, nous revenons, après avoir goûté à la table ronde, à un enregistrement confiné et à distance. Veuillez d'avance peut-être nous excuser d'ailleurs pour la qualité du son. Mais ceci dit, je suis très bien entouré, puisque derrière leurs écrans, il y a Lucien Alflans. Comment ça va, Lucien ? Salut Julien, salut Manu, ça va les gars ? Ça va très bien, oui. Et comme tu l'as dit, il y a Manuel Haas. Est-ce que tout va bien, Manuel ? Ça va, covidé, plus de goût, donc je me fais les films de Philippe Lachaud en boucle, mais sinon ça va. Très bien, très bien, très bien. Alors pour cet épisode, nous allons parler aujourd'hui de Un pays qui se tient sage, de David Dufresne. Nous enchaînerons avec Le diable tout le temps d'Antonio Campos. Et pour finir, Les 7 de Chicago ou The Trial of the Chicago 7 d'Aaron Sorkin. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente. Qui a la légitimité statutaire de dire vous êtes violent? Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement! Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal ça? Arrêtez! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. Un pays qui se tient sage, c'est le premier long métrage de cinéma du journaliste David Dufresne. Auteur de New Moon, Café de nuit joyeux, il a écrit Dernière sommation, un ouvrage sur les violences policières qui sera la base, justement le lancement pour son documentaire dont nous allons parler ici. Le film est constitué de vidéos, souvent amateurs, tournées par des manifestants ou par des journalistes indépendants pendant le mouvement des Gilets jaunes entre novembre 18 et février 2020. Ces images sont entrecoupées de paroles et de réflexions de sociologues, de criminologues, de politologues, de policiers, de juristes, d'écrivains. On peut citer en vrac Gwendal Leroy, Michel Forst, Bertrand Cavalier, Alain Damasio, Mathilde Darer et bien d'autres encore. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et Lucien, qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire Un pays qui se tient sage ? Si tu me poses la question comme ça, je vais répondre très simplement pour commencer. Je pense que dans ce que le film cherche à produire, dans son programme, en fait, le film frôle vraiment la perfection. Alors après, j'ai envie de rebondir juste sur un truc que tu viens de dire. Tu as cité directement les intervenants par ce qu'ils font comme profession. Et justement, je trouve que le film est un peu ambivalent là-dessus. Je le trouve à la fois très, très intelligent dans sa manière justement de nous donner les rôles des intervenants qu'à la fin du film. On sent évidemment la direction choisie dès le début, mais l'évidence tombe à la fin, quoi. Alors pour le propos, je trouve ça absolument brillant. Maintenant, pour la clarté, savoir qui sont ces gens permettrait peut-être de rendre le truc plus intelligible dès le départ. Après, c'est peut-être presque le seul bémol que j'aurais sur le film, que je trouve fondamentalement malin dans sa manière dont par exemple, dont il va donner une vraie puissance cinématographique à des images qui, à la base, n'en ont pas. Et ça, c'est uniquement quelque chose qu'il arrive à créer grâce à une mise en situation, grâce à un montage qui est vraiment dingue. J'ai même envie de faire un parallèle peut-être un peu hasardeux. Je sais que Manu va rebondir là-dessus peut-être et ça me donnera l'occasion de lui passer la parole, mais en fait je trouve que le film de Dufresne là-dessus réussit là où le film de Palma Redacted qui était une fiction que je trouve personnellement intéressante pour des raisons théoriquement semblables, mais là où ce film de Palma, pour moi, échouait. Le problème du film de Palma est plus contenu dans son formalisme un petit peu vain, à mon sens, là où le film de Dufresne, justement,
la force du film, c'est qu'il est d'une cohérence absolue dans sa forme comme dans son propos. Absolument. Même si sa forme est extrêmement simple, limpide, elle est d'une totale cohérence. Il y a 2 petites choses, je pense, sur lesquelles il faut revenir. Premièrement, c'était sur le fait de dire que le film découle du roman de Dernière Sommation. C'est pas vraiment le cas. Le film découle des événements que David Dufresne a documentés pendant près de 2 ans sur son fil Twitter Allo Place Beauvau. Le roman Dernière Sommation est justement un roman qui se place entre ce récit journalistique qu'il a documenté et le film, puisque dans Dernière Sommation, il prend la parole, il fictionnalise une partie du récit, il est un acteur lui-même du récit, là où dans Un pays se tient sage, il disparaît totalement du cadre. C'est aussi une manière de jouer contre la verticalité du discours qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes et de ce traitement du maintien de l'ordre. Ouais. Et notamment avec ces images du grand débat, avec cette verticalité incarnée par Macron et cette volonté du film de Dufresne de travailler une horizontalité à travers tous ces intervenants, et au fur et à mesure des récits, on décèle quels sont le positionnement, quelles sont la place de ces personnages. Le film est justement intelligent parce qu'il te fait rentrer par l'émotion, qui est le récit de cette gilet jaune qui parle de la violence, comment la violence est subie au quotidien et qu'elle n'est qu'une réponse. Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une séquence assez brillante dans le film de Sorkin qui traite de ce même rapport à la violence. Absolument. On y reviendra. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment l'intelligence du film, c'est justement à la fois cette forme conversationnelle qu'il instaure entre différents clusters, on va dire, de personnages qui dialoguent les uns entre les autres autour de ces images de smartphones qui sont tout d'un coup projetées sur grand écran et qui tout d'un coup prennent une toute autre ampleur. Une bonne partie de ces vidéos-là ont existé pendant des mois, voire plus d'une année avant d'émerger dans l'espace médiatique de manière concrète. Là, pour le coup, elles sont imprimées sur un écran et elles ne sont plus invisibilisées de la même façon, quoi. Et tu dis d'ailleurs qu'on rentre dans ce film par l'émotion, et effectivement, que ce soit la première vidéo amateur de l'œil défoncé ou la dernière vidéo de la main arrachée en toute fin de film, c'est effectivement une ouverture et une fermeture assez implacable et assez terrible, et qui te plonge complètement tout de suite dans cet étalage d'images intolérables qu'on va voir. Mais Manu parlait du fait que Dufresne nous ait pénétré dans son film par le récit, par l'émotion d'abord, c'est vrai. Dans la première demi-heure, le film est vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais vraiment très émouvant. Et puis c'est vrai que le discours, il s'affine au fur et à mesure. En fait, on quitte un peu ce terrain de l'émotion pure, de la création d'un vrai sentiment de révolte et d'injustice, pour aller dans la finesse du discours. Et ça, c'est à travers le récit qu'il le fait. Il le fait brillamment, c'est vrai, mais il le fait aussi, et c'est super intéressant, il le fait par sa mise en scène, en fait. Le fait qu'il donne le nom et les professions, les rôles de ces gens à la fin, mais en fait la mise en scène bien avant ça en dit déjà pas mal sur eux. Ça passe par des éclairages, il y a des moments où il joue avec des effets d'ombre sur les visages, mais sur les images aussi. Il a aussi une manière, c'est quelque chose qui est souvent rédhibitoire pour moi dans la forme de ce genre de film. Et ici, lui, il arrive à casser le champ contre champ habituel, enfin le face-cam habituel, en créant justement un champ contre champ entre archives et intervenants, voire entre deux intervenants, qui est une manière... par la scénographie d'amener au dialogue, à l'entente ou à la confrontation entre les images et les intervenants, et entre les intervenants eux-mêmes, voire entre le film qu'on regarde et les intervenants, entre le film qu'on regarde et les images qui sont montrées. Et là-dessus, c'est assez vertigineux vraiment, et c'est vraiment un film qui, au-delà de son côté... comme on a beaucoup pu le lire, salvateur et essentiel, etc., qui est chose très vraie, c'est aussi un grand film de cinéma. Après, alors, j'aurais juste envie aussi de parler de la manière dont à la fin aussi, il arrive à... En fait, pendant tout le film, par sa parole et par son érudition, parce que c'est un film très érudit qui arrive aussi à rendre intelligibles des propos qui peuvent être assez complexes. En fait, il y a une forme de vulgarisation qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Par sa parole et par son érudition, le film gagne la guerre des images face à ceux
qui refusent de les montrer ou qui refusent même de les commenter ou de se montrer eux-mêmes, qui en fait préfèrent se taire simplement. Ça, c'est super intéressant. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont en fait il va mêler la dénonciation en fait et une prise de recul et faire vraiment les deux en même temps. Comme on le disait d'abord en début de film par l'émotion qui est palpable, la colère aussi évidemment, l'injustice, et puis juste après commence à arriver l'analyse. Alors on le disait juste plus tôt, mais c'est à ce moment-là que le démantèlement des images et de ce qu'elles représentent prend toute son ampleur. Et malgré cette prise de recul, la neutralité est rendue impossible en fait par les images qui sont projetées, parfois même sur les intervenants, sur ces gens qui essayent d'analyser ces images en fait. Et tout ça, ça crée un contraste, un aplanissement des doutes. Et parfois même, et c'est là que je reviens sur ce que je disais par rapport à la mise en scène et à l'éclairage, des ombres des intervenants sur les images. Et ça, je trouve que c'est une image, c'est presque poétique en fait. C'est vraiment une très 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 belle image. Là où je pense aussi où le film fonctionne très bien, c'est qu'en fait, tout son processus est de faire réémerger progressivement tout ce qui a été caché en dessous de la surface et le faire remonter. Et il y a vraiment un travail sur la mémoire, sur une résilience de ce peuple et sur cette mémoire. Et c'est ça, je pense, une des forces du film, c'est de réinvestir cet imaginaire et tout le discours complexe qu'il y a sur la notion de l'émeute, sur la notion de la violence, sur la notion de démocratie en elle-même. Et cette notion de mémoire, c'est quelque chose, je pense, qui travaille depuis assez longtemps Dufresne, puisqu'on le retrouve sous diverses formes dans son film Pigalle, une histoire populaire. On le voyait revisiter des lieux de Pigalle, empreintes d'histoire, et justement essayer de travailler ce rapport au décor et à la mémoire d'un pays. Ouais. Et Julien, peut-être avant de te passer la parole, parce que tu n'as pas encore dit grand-chose, on peut peut-être préciser à nos auditeurs que sur notre site, on peut trouver un excellent entretien par Manu de David Dufresne autour du film dont on parle là maintenant, qui complétera, je pense bien, notre échange ici. Ouais, merci Lucien. Je suis assez heureux de vous entendre parce que moi je sors de la projection. Et en fait j'étais assez démuni pendant une grosse heure en me disant, j'avais envie de faire... de paraphraser Godard qui dit en fait, moi quand je vois un film pareil, je pense à ce qu'il dit. En fait, on parle de solidarité et là vous me parlez de travelling et de gros plans. Je me disais, je suis incapable pour l'instant de parler de ce film parce que, et vous avez mis des mots justement sur ce que je ressentais, parce que à part ressentir une colère énorme, une haine, un dégoût total devant des images révoltantes et insupportables, et vous l'avez dit mieux que moi, je me demandais comment j'allais pouvoir parler de ce film. En fait, j'avais envie de dire, putain, en fait, je vois certaines critiques qui parlent de cinéma partisan ou orienté, et j'avais envie de dire, bah oui, putain, effectivement, oui, putain, il l'est, en fait, et ça fait du bien. Et pour ça, merci. Et effectivement, comme tu le dis, Lucien, ça a vocation à être un point de vue et à être la vision de quelqu'un. Et oui, il est orienté, mais ces critiques sont ridicules, je trouve, de lui reprocher ça. Et pour compléter ce que vous disiez, c'est que en plus d'avoir au fur et à mesure la clarté, la limpidité qui arrive dans le film, c'est que l'émotion arrive aussi par strates. Effectivement, on est dans quelque chose de plus viscéral au départ, et puis le débat se mettant un peu plus au centre du film fait aussi qu'on s'interroge, et je trouve de ce point de vue-là que le mélange des intervenants entre qui ils sont et comment ils s'affrontent ou comment ils discutent entre eux est assez fort aussi. Voilà, Lucien l'a dit en début, je crois que c'est un grand film à voir. Et alors, si je peux juste rajouter un mot sur le titre qui je trouve brillant, parce qu'il est à la fois évidemment porteur de sens, mais il est aussi à la fois un pied de nez à beaucoup de gens, mais aussi une invitation à comprendre l'injustice à travers juste le titre en fait. Le titre donne envie d'aller voir le film, le titre reste après le film, c'est vraiment un titre parfait aussi. Voilà. Très bien, merci messieurs, on va maintenant passer à Le Diable tout le temps. Happy birthday, Happy birthday, honey. Happy birthday to you. Well, this was your daddy's. Brought back from the war.
figure it's time to pass it on. It's the best present I ever got. Thank you. How and why people from 2 points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock 'em Stiff. You ever think about how we ended up orphans living in the same house? I know what my daddy did. The Devil All the Time, ou Le Diable tout le temps en français, c'est le 4e long métrage de l'américano-brésilien Antonio Campos. Alors Le Diable tout le temps, c'est l'adaptation du roman éponyme de Donald Ray Pollock, qui raconte plusieurs destins. Il n'est pas si simple à pitcher. Plusieurs destins, et principalement celui de la famille Russell, dont la mère va mourir rapidement d'un cancer dans les premières minutes, et qui laissera le père, Willard Russell, vétéran de guerre, se tourner vers la religion et élever son fils Arvin, qu'on pourrait dire protagoniste principal du film. Conjointement à ça, on suit plusieurs histoires, et notamment celle de Carl et Sandy, un couple de tueurs en série qui arpente l'Ohio et la Virginie à la recherche de modèles à photographier et à tuer. Au casting, on retrouve Tom Holland, Eliza Scanlen, Riley Keough ou encore Robert Pattinson. Alors le film est sur Netflix depuis septembre 2020. Je vais commencer, comme ça ce sera fait. C'est un cinéaste que je ne connaissais absolument pas. Je trouve que c'est un film ambitieux qui manque parfois d'un petit quelque chose, dans le sens où je le trouve parfois un petit peu académique et qui manque de style, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sobriété, une fluidité, qu'il arrive à tisser une toile à son intrigue qui est pourtant pas simple. D'ailleurs, j'ai pas très bien pitché le film, et qu'il arrive à faire s'entrecroiser les différents destins de ces personnages avec une facilité, une limpidité assez intéressante. Et je trouve qu'en dehors de cet aspect parfois qui manque de cachet, j'ai envie de dire, il y a au final des scènes qui restent un peu en tête. Je pense à la scène d'un prêtre qui se met une espèce de prêtre qui se met des araignées sur la tête, ou le sacrifice d'un chien, etc., qui viennent aussi en début de film. Dans ces scènes de violence-là, il déploie une belle énergie de mise en scène, et aussi la force du film, c'est la galerie de personnages qu'il a, et à quel point il arrive à les définir et à les faire exister avec parfois peu de choses. Mais voilà, en gros, ce que j'ai pensé du film. Après, je vais rebondir sur ce que vous direz, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je sais pas qui veut prendre la parole. Manu ? Moi, je suis tout à fait d'accord sur la belle galerie de personnages. Justement, je pense que c'est une des grandes qualités du film, c'est de les faire exister, je pense, au même niveau. Tu y crois assez facilement à ce cadre de récit. Après, le film est quand même malgré tout assez lent. Tu parlais de scolaire, mais il y a quand même une lenteur qui est installée par le mode de narration du film, qui est en voix off. Il y a en plus une voix off qui n'appartient à aucun des personnages du film, puisqu'elle est carrément celle du romancier lui-même. Donc cette lenteur amène à un certain ronron du film, qui parfois l'empêche de décoller au niveau de l'émotion, à mon sens. C'est un film extrêmement plaisant, mais qui au final me laisse un goût d'un peu trop peu en bouche. Et je pense notamment, quand tu parles de la violence, oui, il y a certaines idées qui tournent autour d'une religion complètement dévoyée et qui sont intéressantes, avec ce sacrifice du chien, etc., qui est un élément effectivement marquant du film. Mais à d'autres moments, elle est aussi extrêmement édulcorée. Je trouve que tout ce qui tourne autour du couple de tueurs qui renvoie au tueur de la lune de miel est pas très incarné. Pour moi, reste assez bancal. J'ai du mal à croire en fait à ce couple-là, malgré les deux excellents acteurs qui sont là. Je pense qu'il y a une trop grande ellipse de tout ce qui tourne autour de leur meurtre. Mais c'est-à-dire qu'il y a absolument rien qui nous introduit vers eux en fait, et que ça tombe effectivement. Il y a des scènes assez clair au départ pour les personnages principaux, mais pour les deux tueurs, enfin ce couple qui voyage, c'est pas très clair qui ils sont, et les motifs et les mobiles et les envies et les désirs. Moi je trouve même que c'est un truc qui se retrouve à l'échelle globale du film. En fait, tout ce que j'ai relevé tout ce que vous avez dit, sauf que moi ça m'a plus déplu qu'à vous, je pense. J'ai surtout eu l'impression, moi, de voir un film
dont la mise en scène, qui est en effet, comme le disait Julien, c'est justement extrêmement académique, essaie de suivre un scénario construit autour de croisements permanents qui sont peut-être un peu inutilement complexes. Cette espèce de croisement créant des trous un peu de manière très régulière, un peu difficile à suivre. C'est pas qu'on ne comprend rien, c'est juste difficile de s'y plonger totalement, de s'y intéresser totalement, et que la seule manière trouvée pour rattraper ça, c'est une voix off qui est quand même extrêmement présente, qui est donc, comme le disait Manu, celle de l'auteur du bouquin lui-même, qui devient rapidement envahissante et agaçante. Le film dans sa globalité m'a fait penser à une sorte de scénar qui traîne à Hollywood depuis longtemps, qui aurait été un peu co-monté par Lars von Trier et les frères Cohen, quoi. Mais sans la sève qui fait leur cinéma. Alors j'aime infiniment les frères Cohen, évidemment, j'aime un peu moins Lars von Trier, même si ça se défend. Entre l'académisme de la mise en scène et un discours et un récit, un scénario qui est quand même un peu foireux, disons-le simplement, il y a un truc qui prend pas. Et alors c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont intéressants et qui fonctionnent par scène, qui sont, on peut le dire, tous plus ou moins interprétés de manière, tous les acteurs sont genre au sommet du cabotinage. C'est un des trucs qui m'a plu dans le film. Moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne notamment. Ouais. Il y a un moment, oui, c'est ça, et c'est ça qui fait penser aux frères Cohen aussi. Ouais. Mais il y a un moment, il y a un moment, ça devient des sketchs en soi, quoi, le jeu des acteurs. Alors ils sont bons dans ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'on leur demande, c'est visiblement la volonté du film, mais ils sont over the top tout le temps, quoi. Je trouve quand même que, allez, là selon moi, tu vois le verre à moitié vide, peut-être parce que je trouve qu'effectivement c'est ça qui fonctionne, et ils sont tous à côté de leur pompe, paumés, marginaux, vous l'avez dit en sous-couche, mais sur la religion, sur ses perversités, sur ces personnages complètement allumés, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un univers poisseux, sombre, crade, qui fonctionne alors par intermittence et pas tout le temps, parce que le focus n'est pas toujours mis à valeur égale sur tous les personnages, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est artificiel aussi parce qu'on sent que le film a une volonté de construire un propos sur le mal avec un grand M, mais oui, c'est ça, mais ça il est où le discours, quoi? Enfin, il est où le propos? Qu'est-ce qui reste 5 minutes après la vision? Ouais. Mais il est plus dans le comportement des personnages que dans le discours ou ce qui en ressort, effectivement. Oui, mais le comportement des personnages, c'est le discours du film. Ben, le comportement de Tom Holland, du jeune garçon, et de son rapport conflictuel à son père, je trouve, était un axe beaucoup plus intéressant, et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film. Le rapport qu'il a à son père et dans la manière dont son père a fait le deuil de sa mère, je trouve ça plutôt beau, assez émouvant et plutôt bien construit. En revanche, il redéploie toute une intrigue de thriller autour qui, à mon sens, ne semble pas très nécessaire. Très bien. Personne ne veut ajouter quelque chose? Magnifique. Eh bien, nous allons passer au dernier film de cette soirée avant les conseils, The Trial of the Chicago 7. At the defense table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. My trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Jurors 6 and 11, they're with us. Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury. Can you tell us why? Because this is my courtroom. We've dealt with jury tampering, wiretapping, a defendant that was literally gagged. Get your hands off me! You're the first to suggest that I have discriminated against a black man. Then let the record show that I'm the second. But when we walked in here this morning, they were chanting that the whole world is watching. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. Last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want, a stage and an audience. Yeah, you really think there's going to be a big audience? Here I am, watching.
This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Here I am! There will be order! We have to find some courage now. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Alors, initialement connu et reconnu pour son travail scénaristique, on peut citer des hommes d'honneur de Social Network ou Le Stratège, mais aussi pour les séries À la Maison Blanche ou The Newsroom. Aaron Sorkin s'attaque ici à son second long métrage en tant que réalisateur après le grand jeu Molly's Game. Alors, le film a d'abord été produit par Paramount Pictures et il a, suite aux soucis Covid, atterri sur Netflix qui l'a repris et grand bien lui fasse. Alors les 7 de Chicago, comme son nom l'indique, le film parle du procès des 7 de Chicago, 8 en fait, puisqu'il y avait en plus Bobby Seale, le cofondateur du Black Panther, qui sera jugé séparément. Et donc ce procès fait suite aux émeutes violentes et à la répression policière qui a frappé Chicago en 1968, à la veille de la nouvelle élection présidentielle, tout ça sur fond évidemment de guerre du Vietnam et de la politique de Lyndon Johnson. Les 7 organisateurs seront jugés notamment pour conspiration. Les rôles sont interprétés par Daniel Flaherty, Yahya Abdul-Mateen II, ainsi que Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt. Julien a choisi de ne citer que les acteurs à trois noms. Je me rends compte maintenant, non, il y avait Daniel Flaherty. C'était le petit jeu, bien joué Lucien. On va donc commencer par Manu. Qu'as-tu pensé de The Trial of the Chicago 7 ? C'est comme souvent avec Sorkin, c'est assez dense et brillant, hein. Pour le coup, on parlait du film d'Antonio Campos, dans la manière dont il ouvrait son film et de la manière de présenter de manière extrêmement lente et extrêmement scolaire son récit. Là, on est happé très très rapidement dans le film, puisque dès ces 10 premières minutes et sa séquence pré-générique, cette verbe très particulière de Sorkin qui est d'avoir des scénarios extrêmement dialogués et souvent interprétés avec un rythme extrêmement vif, un peu comme dans les screwball comédies qu'il y avait dans les années 30 ou 40. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est un film qui, en plus, dépasse un peu le galon d'essai qu'avait été Molly's Game, qui parfois accusé d'un certain déficit au niveau de l'interprétation de certains seconds rôles. Là, je trouve qu'il y a une vraie cohérence tout du long de ce cast-là. Notamment dans la manière aussi de jouer sur ce que les personnages, les acteurs eux-mêmes amènent à l'écran, que ça soit le personnage de Sacha Baron Cohen et la manière dont il est travaillé entre sa figure publique et son combat politique derrière, et je trouve assez brillant. Il y a surtout aussi peut-être je ne sais pas exactement où s'est situé le cast dans la genèse du projet, mais on sait que Steven Spielberg devait réaliser le film, et on peut imaginer qu'il a laissé un joli cadeau au casting, parce que moi j'ai trouvé que Mark Rylance était vraiment excellent dans le film. Mais tout le casting, hein, comme l'a dit Manu. Tout le casting, mais je trouve que particulièrement Mark Rylance. Et justement, une grande qualité du film repose essentiellement effectivement sur ses dialogues et sur sa construction scénaristique. Comment Sorkin déploie tout le discours de son film au travers de ses personnages et de la manière dont il les fait exister, se confronter. Je trouve notamment la confrontation entre le personnage de Eddie Redmayne, qui est ce personnage qui va incarner le volet beaucoup plus réformiste de ce courant social, et le courant beaucoup plus anarchiste incarné par Sacha Baron Cohen. Et donc ils sont dès le début placés comme des antagonistes intellectuels, et la manière dont il les fait se confronter dans une double scène de confrontation aux 2 tiers du film est absolument brillante, dans tout ce que ça déploie de leurs différences sociales, de leur manière d'appréhender la révolution, qui dépasse l'aspect théorique pour être vraiment incarné au sein des personnages. Et puis qui reprend une systématique de mise en scène qui est identique entre ces scènes-là et les scènes de procès. J'avais trouvé ça assez malin aussi. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Manu. On sait que Sorkin est un scénariste qui correspond extrêmement bien à la série télé. Certains diraient peut-être qu'il est trop verbeux pour le cinéma, qu'il préfère en général
raconté par l'image que par le texte, pour lequel il n'a pas toujours le temps, entre guillemets. Alors évidemment, quand il tombe sur un cinéaste comme David Fincher, fatalement, les deux se marient à merveille. Alors on peut dire évidemment que Sorkin n'est pas un metteur en scène aussi fin que Fincher ou que Steven Spielberg. Et on peut peut-être, entre guillemets, regretter que Spielberg ait laissé la main donc à Sorkin, qui aurait peut-être eu la main assez lourde sur certains artifices, entre autres l'utilisation de la musique en premier lieu, mais reste, comme l'a dit Manu, un film absolument brillamment écrit, avec des personnages qui existent en 2 répliques. Manu parlait des 10 premières minutes, mais c'est des 10 premières secondes, quoi. On est en 10 secondes, ça y est, tout le monde est là, on est parti, c'est réglé. On est accroché pour les 2 heures quart qui suivent, quoi, qui sont brillamment interprétés, comme il l'a dit, qui est un traité de foi percutant à la mise en scène classique et non pas académique, comme celle du film dont on parlait précédemment. Et la nuance est extrêmement importante. Alors oui, Sorkin est verbeux. Il me semble en fait évident que son génie trouve toute sa grandeur dans un film construit autour des dialogues d'un procès, en fait, parce que quel endroit, quel meilleur terrain de jeu pour lui. Alors, comme il l'a souvent fait, que ce soit à la télé, dans Social Network ou dans A Few Good Men, avec plus ou moins de réussite, il va utiliser ici vraiment la construction en flashback à partir des dépositions des témoins à la cour, dans le cadre du procès, comme en dehors d'ailleurs. C'est pour ça que je reviens sur la fameuse scène de confrontation entre Eddie Redmayne et Sacha Baron Cohen dont parlait Manu plus tôt. Alors c'est assez convenu, mais ça marche diablement efficacement. Et il va, par cette systémique de mise en scène, il va construire comme le fait Dufresne en fait dans son film. Il va confronter en permanence les paroles aux images et donc à la réalité. Et en tant que spectateur, on a toujours un temps d'avance, on sait toujours en temps réel où se trouve le mensonge et l'injustice. Et ça crée un sentiment d'injustice et de colère vraiment fort. C'est un truc qui est assez brillant et que je trouve tout à fait comparable entre les 2 films dont on vient de parler. Et donc ouais, c'est par ces systématiques-là que je trouve que ces 2 grands films créent un sentiment palpable de révolte. Alors que ce soit au pays des droits de l'homme, comme on le dit vulgairement, comme à celui de Toro, ce type d'invitation à la réflexion et à la désobéissance prend une saveur toute particulière, je trouve. Il est extrêmement bien construit, ce sentiment de révolte et d'injustice sociale. Il est extrêmement bien construit autour du personnage de John Carroll Lynch. Ouais. Ce personnage de père de famille qui est vraiment montré comme un pacifiste forcené. Je veux dire que ça a ancré dans son ADN, puisqu'il était lui-même objecteur de conscience au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça donne lieu à une scène assez savoureuse d'échange entre Mark Rylance et lui, là où on pourrait dire que d'une certaine manière les méchants étaient plus facilement identifiables, même si ça reste tout relatif. Mais il lui dit même moi je vous en veux pour ça. Et quand arrive ce moment-là où le personnage de John Carroll Lynch pète les plombs au tribunal, cette scène est bouleversante parce que justement ce sentiment d'injustice, tu le comprends totalement dans ce personnage qui a été construit comme un pacifiste forcené. Et il s'excuse juste après. Il s'excuse dans la foulée. Cette scène est magistrale, quoi. Absolument. Alors moi j'ai eu un peu peur parce que c'est un sujet, bon je vais pas dire que c'est un sujet éculé, mais dans ce genre de film à procès, vu, revu, etc., j'ai eu très vite peur de m'ennuyer. Ça n'a pas été le cas du tout, parce que comme vous l'avez dit, par la mise en scène, par le rythme, par l'élégance du montage, il arrive à m'emporter assez rapidement. Et je trouve qu'il y a des scènes très très fortes où justement le montage alterne entre les paroles qui sont dites au tribunal, les situations vécues en vrai, entre guillemets, lors de l'émeute. Il y a des images de fiction, il y a parfois des images d'archives, je crois. Tout ce rapport-là à l'image et tout ce qu'il en crée, comme je le disais juste plus tôt, sur toi en tant que spectateur, c'est vraiment brillant. Ouais, il y a une multiplicité comme ça de points de vue assez vertigineuse, et du coup, il y a même des images d'une espèce de one-man show que fait Sacha Baron Cohen aussi, et tout ça est assez fort, et je trouve que ça confère justement au film une légèreté, une drôlerie, parce qu'il est drôle en fait, on se marre aussi. Ouais. Et je trouve qu'il y a des bonnes idées, des petites choses, des petites touches qui sont drôles. Le hippie qui tombe amoureux de l'espionne, je trouve ça assez drôle, et puis une légèreté, une grâce dans le film. J'ai une petit bémol pour faire un petit débat quand même.
Et d'ailleurs, Lucien, tu as quand même utilisé des mots, j'ai noté, convenu et pas aussi fin que. Ouais, après, je trouve ça quand même vraiment brillant. Je dis pas aussi fin que Steven Spielberg et David Fincher, excusons du peu. Je pense qu'on l'a, oui. Je pense que de toute façon, les auditeurs auront entendu, mais c'est que vous parlez beaucoup du début. Moi, je trouve que ce côté... Alors, laissez-moi finir avant de sortir les fusils. Ce côté didactique et parfois pédagogique m'ennuie, et surtout en tout début de film, avec cette ouverture justement de recontextualisation, un peu d'images, d'archives, alors elle est sûrement nécessaire pour recontextualiser, pour redire le Vietnam, Johnson, etc. Et la fin, je trouve qu'il y a... Je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a un très beau moment, et je trouve que par l'utilisation de la musique dont tu parlais, justement, Lucien, il est assez flingué par une montée un peu trop prononcée, trop claire de la musique qui souligne un peu trop l'émotion, et c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait sortir parfois d'un film très maîtrisé et très bien par ailleurs. Je peux être d'accord sur en effet la musique, en effet surtout sur la fin. Ouais. Il suit bien le cahier des charges enfin voilà, ça souligne bien, c'est ce qu'on demande. Bon voilà, c'est hyper fonctionnel, ça marche. Maintenant sur le montage en entrée de film, je le trouve assez brillant parce que justement il fait revenir à nouveau des images. Alors il le fait sur tout le film, mais en début de film. Il fait revenir des images d'archives dans un film qui est d'une actualité folle, parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé, mais on en a parlé plus tôt avec le film de Dufresne, entre les dérives du maintien de l'ordre, les inégalités de traitement envers les citoyens afro-américains, mais aussi et presque surtout, là vraiment, c'est vraiment très très contemporain sur la tentative de Donald Trump de s'accaparer ou au moins d'orienter le système judiciaire américain suite à la mort de la juge dont j'ai oublié le nom, là, de la Cour suprême. C'est quand même... Alors c'est peut-être un coup de bol, mais c'est quand même là-dessus, je veux dire, c'est un peu un hasard, mais c'est quand même Enfin voilà, ça marche assez bien là-dessus, et je trouve justement que ces utilisations d'images d'archives recontextualisent et remet un petit peu de vertige par rapport à l'histoire. On a souvent tendance à parler en tout cas dans le cinéma mainstream, d'avoir un rapport à l'histoire qui est un peu biaisé, qui s'arrête à un certain moment. On parle très peu en fait de l'histoire récente, qui est peut-être aujourd'hui plus importante encore. Et ce genre de film en fait le fait brillamment et le reconnecte surtout brillamment au monde d'aujourd'hui, pour le dire de manière très simple. Moi, je trouve ça super intéressant, et ça passe entre autres par l'utilisation des images d'archives et entre autres par ce montage en début de film, je trouve. Oui, et puis par les détails qu'il choisit de mettre en exergue, notamment ce moment-là où ils vont se faire passer à tabac par la police, et les moments où les flics enlèvent leur matricule, et qui fait complètement écho au film de Dufresne. Avec les flics qui planquent leurs plaques. Et je pense que si la fin fonctionne peut-être un peu moins, effectivement, et un peu plus artificielle sur ce discours de fin tenu par Eddie Redmayne, la manière dont Sorkin élargit le débat, il n'est pas à ce moment-là. Il est à mon sens quand il parle du traitement de la cause des Noirs, notamment à un moment il remet à niveau toute cette problématique-là par rapport à la question raciale au sein des États-Unis. C'est peut-être pas très fin, on va dire, sur la manière dont il renvoie Eddie Redmayne dans ses cordes par rapport à son combat, mais il montre aussi les deux échelles qui sont à l'œuvre et qui sont en jeu dans ce combat-là au sein des luttes sociales. Mais la finesse ici, elle est pas dans le discours, elle est ailleurs. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et ça fait plaisir que pour moi, aujourd'hui, alors je sais que l'année 2020, cinématographiquement, elle est pas merveilleuse, mais on a quand même en 2020, parmi les meilleurs films de l'année, selon moi en tout cas, on a des films qui posent des discours, et qui posent des discours qu'on a parfois peut-être attendus, que ce soit les deux dont on parle aujourd'hui. Je pense au film d'Eastwood. Cette année, d'un point de vue cinématographique, c'était pas la joie, mais les films qui en ressortent, je trouve qu'ils avaient quelque chose à dire, et voilà. Yes, eh bien merci pour ce débat acharné, messieurs. On va passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera.
Eh bien les amis, pour finir cette émission en beauté et en grâce, nous allons écouter les conseils. Lucien Alflans va commencer par exemple. Eh bien moi, suite à une hype certaine, je me suis enfermé 3 heures dans une salle de cinéma pour aller voir The Painted Bird. Je n'avais rien lu dessus, j'avais juste entendu beaucoup de retours en sortie de salle ou d'amis l'ayant vu qui me parlaient d'un grand film choc, d'un mélange entre Klimov et Bellatar, du Requiem pour un massacre moderne. Et en fait, je me suis retrouvé devant un film au final à la mise en scène extrêmement plate, presque télévisuelle à certains moments, jusque dans son dernier plan qui est juste une horreur absolue, qui est probablement tourné au drone avec une musique affreuse, on dirait la fin d'un film de mariage, en noir et blanc, en tchèque et en très long, du coup ça donne un peu un air arty comme ça, mais en fait ça ressemble plus au final à un film à sketch de scènes horribles. C'est effroyablement écrit, il n'y a pas de nuances, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de caractérisation des personnages autrement que par leur violence. Bref, c'est sans narration en fait. Il y a ce personnage d'enfant. Alors je comprends évidemment le lien qu'on a tissé avec le film de Klimov, parce que c'est aussi un film sur un enfant qui pendant de plus de 2h30 va découvrir la vie à travers sa propre violence, à travers la mort, etc. Là-dessus, les films sont comparables. Chez Bellatar, on a des plans où chaque plan est un tableau. Bellatar est quelqu'un qui sait jouer de la longueur, alors qu'on aime ou pas. Moi, c'est un cinéaste que j'aime plutôt, mais il se passe vraiment quelque chose. Il se passe quelque chose dans chacune de ces scènes. Klimov, il sait construire un récit. Chez Klimov, ce personnage avait vraiment on sentait la descente aux enfers, ne serait-ce que dans le jeu de l'acteur, mais surtout aussi d'abord il y avait une mise en scène qui portait tout ça, il y avait un récit vraiment avec une dégringolade. Ici c'est plat, je trouve pas d'autre mot, c'est plat, c'est vain, enfin, voilà. Alors si je dois dire quand même deux, trois choses positives, j'aurais tendance à dire que tous les acteurs sont assez bons dans leur ignominie, ça marche assez bien. Et qu'au final le film montre tellement de choses horribles. On parle quand même d'un film où on voit un gosse se faire violer 3 fois par 2 personnes, fouetter, pendre, on brûle les animaux, oui c'est une horreur absolue. Dans sa longueur en fait le film ne se fait pas tellement ressentir, tellement on est abasourdi par ce qu'on voit. Donc un super conseil en fait, Lucien. Merci pour ce conseil. Le conseil, c'est n'y allez pas. Il prend quand même 4 minutes du coup pour nous expliquer tout ça. Merci donc pour ce déconseil de ce film en noir et blanc, en tchèque et en très long, Lucien. Ok, on va passer à Manu. Qu'est-ce que tu veux nous conseiller, Manu ? Eh bien moi je vais essayer d'être un peu plus concis que mon camarade Lucien. Pour ça je vais vous conseiller un film qui dure tout simplement moitié moins de temps que The Painted Bird. C'est Vice Squad, série B ultra jouissive de Gary Sherman. Gary Sherman à qui l'on doit aussi Le Métro de la Mort et Réincarnation, 2 petits fleurons du genre horrifique des années 70 et 80, puisque Le Métro de la Mort date de début des années 70 et Réincarnation dans mon souvenir du début des années 80. Gary Sherman qui est un cinéaste qui peu après Vice Squad va délaisser le cinéma pour se consacrer pleinement à la télévision. Alors comme son nom l'indique, Vice Squad c'est un film qui prend pour cadre le milieu de la nuit de Los Angeles, en collant au basque d'une unité d'intervention de la brigade des mœurs et d'une jeune prostituée qui est poursuivie sans relâche par un max sanguinaire. Dans le rôle de la jeune prostituée, on retrouve Susan Hubley qui incarnait déjà un rôle assez similaire dans le hardcore de Paul Schrader. Susan Hubley qu'on retrouve aussi chez John Carpenter, notamment dans New York 1997, et qui était, petite anecdote, à l'époque la compagne de Kurt Russell. Une comédienne assez sous-estimée et pourtant qui aura marqué le cinéma des années 80 dans ces deux rôles phares. Alors petit fait notable aussi, le film est photographié par John Alcott, excusez du peu, chef opérateur attitré de la période anglaise de Kubrick, avec En vrac, Barry Lyndon, Orange Mécanique 2001, Shining, qui signait avec Vice Squad son premier film US. Il y a justement une anecdote assez intéressante dans les suppléments du Blu-ray du film dispo chez Studio Canal, où Sherman raconte que la production pensait qu'il était totalement inenvisageable de débaucher quelqu'un comme John Alcott sur un film de ce calibre, et qu'au contraire, John Alcott était ravi de rejoindre l'aventure, notamment parce qu'il souhaitait mettre un pied aux États-Unis, mais aussi parce qu'il avait déjà beaucoup travaillé avec Sherman en Angleterre dans le domaine de la pub. À l'époque où Sherman travaillait en Angleterre aux côtés de jeunes aspirants cinéastes comme Michael Mann ou Jonathan Demme, toute une génération de futurs grands noms du cinéma
américain et qui s'était exilé en Angleterre à l'époque pour échapper à la conscription et à la guerre du Vietnam. Donc voilà pour le background du film. Pour le reste, j'ai qu'une chose à vous dire, foncez le voir. Ça donne envie, ouais. Et juste pour vous teaser, imaginez le chaînon manquant entre le hardcore de Paul Schrader et le Terminator de James Cameron. Ça donne encore plus envie. Ok, merci Manu. Eh bien, pour ma part, je suis content d'être à distance de mes amis parce que je vais déclencher leur fureur extrême, puisque je vais parler je sais déjà, d'Emmanuel Mouret, que Lucien a adoré, puisqu'il est sorti après 40 minutes, si je ne m'abuse. Mais pour ce conseil, Julien va devoir faire comme dans un film d'Emmanuel Mouret, se mettre tout nu pour nous raconter ce conseil. Peu de nus dans le film, ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas, il y en a quelques-uns. Emmanuel Mouret... Donc, ça parle un petit peu comme ça, il faudrait que tu te mettes à dire ta chronique un petit peu comme ça. J'avais dit à la fin, Lucien. Donc Emmanuel Mouret, donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est un cinéma qui n'est pas du tout défendu dans Transmission, donc c'est bien d'aller un peu à contre-courant. C'est avec Camilla Jordana, avec Neil Schneider, avec Emily Dequesne, avec Vincent Macaigne entre autres. Alors sur papier ça me faisait peur aussi, en tout cas le nom des acteurs, des actrices, et je crois qu'à mon avis ce qui me plaît tient peut-être plus à la littérature et au théâtre qu'au cinéma en tant que tel, mais je retrouve un peu ce qui faisait le charme pour moi de certains romeurs que j'aime beaucoup, avec un cinéma, oui, très, très, très parlé, très... C'est verbeux aussi, mais c'est pas verbeux comme chez Sorkin. C'est pas verbeux comme chez Sorkin, c'est très verbeux, théâtral un petit peu, mais pas dans le mauvais sens du mot selon moi. Il y a quelque chose de l'ordre du badinage, du marivaudage, un peu des amours légers, de ce qui fait le sel de la vie, je trouve. Moi, je trouve ça assez charmant, je trouve ça assez enchanteur. Je comprends qu'on n'y adhère pas, mais je trouve que c'est, comme je le disais, un cinéma qui par ses qualités humaines et par la légèreté qu'il dégage, la grâce parfois qu'il dégage, me plaît beaucoup. Tu expliques les raisons pour lesquelles tu as aimé le film. Moi, j'ai pas vu le film jusqu'au bout. J'en ai vu 3/4 d'heure avant de sortir, parce que simplement, ça fait pas partie de ces films qui me mettent en colère ou quoi que ce soit. C'est juste un film qui me désintéressait totalement. Je suis pas très client des marivaudages en général. Merci à tout le monde. Merci Lucien, merci Manu, merci à ceux qui écoutent. N'hésitez pas à nous liker, commenter, nous suivre sur toutes les plateformes. On vous dit à très bientôt, bonne semaine, bon courage et plein de bisous.